Bien, bonjour à toutes et à tous de nouveau. Nous allons débuter cette nouvelle table ronde qui est consacrée à l'accueil et l'intégration des réfugiés. On l'a mis sous forme d'interrogation. Quel accueil et quelle intégration pour les personnes réfugiées aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi ce sujet-là dans le cadre du festival et notamment du quartier Société Inclusive? À la fois parce que c'est un enjeu de société majeur, un enjeu politique, et aussi un sujet, vous l'aurez, je crois, vous le savez déjà, un sujet très médiatique. Médiatique où on parle de réfugiés, parfois de migrants. Alors en parlant ici de réfugiés, de qui parle-t-on réellement? On parle de personnes pour qui l'État français a reconnu une protection et donc qui sont des personnes finalement en statut régulier sur le territoire français, qui peuvent accéder à l'emploi, qui peuvent accéder au logement, etc. etc. Toutefois, et une fois qu'on a posé ce constat-là, qu'en est-il réellement? Est-ce que cette manière, cette possibilité pour les personnes réfugiées d'accéder à l'ensemble des droits notamment, se fait de manière effective? Quelles difficultés ils peuvent rencontrer? Ou à l'inverse, quel type de levier il faudrait mettre en place ou existe déjà pour pouvoir favoriser justement l'intégration des publics réfugiés, permettre un meilleur accueil et finalement permettre, puisque c'est le sujet aussi, la thématique de la journée, permettre un mieux vivre ensemble et une société dite inclusive. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons sur la scène une pluralité d'acteurs que je vais présenter dans quelques temps. Je m'excuse tout d'abord auprès d'eux parce que je les ai briefés, je leur ai demandé d'avoir des interventions très courtes. Je sais que c'est assez frustrant, mais c'est pour permettre aussi d'avoir un échange avec la salle et vous permettre de poser l'ensemble des questions que vous souhaitez avoir et justement rebondir sur ce qui sera dit par les uns et les autres. Donc, avec nous pour parler de ce sujet, je vous le disais, une pluralité d'acteurs. Alain Régnier, délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Aymeric Guinet, cofondateur et vice-président de Wintergreat. Muriel Valade, chef de service pôle social à la Croix-Rouge française et notamment en charge d'un centre d'un CPH, centre provisoire d'hébergement, je l'ai. Marie-Hélène Le Cholus, bénévole à la Croix-Rouge française aussi, formatrice notamment sur le français langue étrangère, FLE. Et enfin, si j'écorche votre prénom et votre nom, désolé, Moa Oya Hamoud, qui est donc réfugié et qui viendra témoigner notamment donc, une partie de son parcours et illustrer aussi et apporter un regard sur justement cette société inclusive. Je ne vais pas être plus long que ça. Je cède la parole à mes interlocuteurs en posant peut-être tout d'abord une question à Alain Régnier. Vous avez été nommé tout fraîchement délégué interministériel à l'accueil et l'intégration des réfugiés en début d'année pour porter notamment une stratégie nationale qui a été souhaitée par l'État, stratégie nationale à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Question assez simple pour une réponse courte, mais qui finalement est peut-être complexe et mériterait un long développement. Pourquoi avoir souhaité mettre en place une stratégie nationale? Quels sont les constats desquels vous partez pour justement porter de nouvelles actions et avoir senti cette obligation, en tout cas cette nécessité de mettre en œuvre une stratégie nationale autour de ce sujet-là? D'accord. Bon, bonsoir à tous. Merci à la Croix-Rouge de m'avoir invité. Merci de cet événement. Merci à tous les bénévoles qui font un travail au quotidien pour accompagner et aider les réfugiés dans notre pays. Alors pourquoi il faut se mobiliser davantage au niveau des pouvoirs publics et en particulier de l'État? Parce que d'une part, on a plus de réfugiés aujourd'hui qu'on en avait il y a une dizaine d'années. On a à peu près 2 fois plus de réfugiés par an que dans la décennie 2000. En gros, l'année dernière, un peu plus de 40 000 personnes ont été reconnues au titre de la protection internationale. Quel constat on fait? Que très souvent, malheureusement, ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était pas terrible, n'était pas bon en termes à la fois de français, d'insertion par l'emploi, d'accès à la santé, avec des problématiques importantes de santé mentale pour les publics réfugiés qui ont des parcours de migration extrêmement difficiles. Et puis, dernier élément du constat, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres, mais par exemple, il y a quelques semaines, on a évacué une énième fois un campement à Paris, dit du millénaire, et sur un peu plus de 1000 personnes évacuées, il y avait 10% de réfugiés statutaires. Donc, le constat, c'est qu'il faut changer d'échelle et changer les politiques publiques sur à la fois l'accès à l'emploi, une approche complètement pluridisciplinaire et plurielle en essayant, et on aura un témoignage dans quelques minutes, de s'adapter au projet de vie de la personne en France, de ne pas avoir de déclassement aussi,
mais aussi pour des personnes qui n'étaient pas scolarisées, par exemple, dans leur pays. On est face à des enjeux où le cours de français langue étrangère, qu'on appelle FLE, n'est pas adapté à la situation de personnes qui n'étaient pas scolarisées. Donc, je voudrais à la fois, pour terminer, dire que l'objectif des pouvoirs publics, c'est de s'attaquer à tous les grains de sable qui empêchent la bonne intégration des personnes. Ça va être qu'une CAF, ici, va demander un original, ailleurs, elle va demander une photocopie, qu'on ne va pas pouvoir faire homologuer le permis de conduire, qu'on ne va pas pouvoir s'inscrire et que la préfecture va vous demander de revenir 4 fois de suite pour avoir un papier. Donc, il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Et en même temps, on sait qu'au niveau de l'opinion publique, si on n'a pas une intégration réussie, on va continuer à alimenter le discours assez majoritairement anti-migrants qu'on a en France et en Europe. Vous le savez, ces derniers jours et ces prochaines semaines seront décisives pour savoir si l'Union européenne maintient ou pas une politique intégrée ou si on va vers un retour des frontières et où chacun finalement gérera les arrivées de réfugiés au fur et à mesure. Voilà, donc pour dire le panorama, il y a plein de choses qui ne vont pas, il faut les améliorer et on les améliorera ensemble. Ça, c'était pour les constats. On reviendra un peu plus tard dans les prises de parole justement sur les propositions et les perspectives d'évolution et les chantiers notamment de l'État. Et vous le disiez, c'est aussi un enjeu transversal et pluridisciplinaire qui mobilise l'ensemble des acteurs de la société de manière générale. On verra justement de quelle manière chacun peut s'investir. Donc, de ce que je peux retenir de l'intervention, deux éléments principaux, à la fois une nécessité de rendre effectif l'accès au droit et une nécessité aussi de changer un peu les représentations ou en tout cas d'aborder un discours autre que celui qu'on peut entendre assez classiquement et trop souvent peut-être sur le public à la fois migrants au sens large mais aussi personnes réfugiées. Parmi justement les possibilités d'accès au droit et les éléments indispensables pour un bon accueil, une bonne intégration des personnes réfugiées figure l'accès à la formation et à l'emploi. Aymeric Guinet, vous êtes donc cofondateur de l'association Wintegrate, j'espère que je le dis bien, et vice-président également donc, de cette association qui existe depuis 2015 et qui s'est donc donné pour mission de redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées en engageant notamment avec les universités et les grandes écoles un programme visant à avoir un impact à la fois sur les étudiants et sur les personnes réfugiées, bien évidemment. Vous avez mené un partenariat avec notamment 9 grandes écoles et l'idée est donc de mettre en place un programme un peu tremplin pour permettre l'intégration, l'accès à l'emploi, la formation avec des débouchés professionnels via aussi des partenariats avec les entreprises. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur l'action qui est la vôtre et la manière dont se déroule cette volonté en tout cas de permettre l'accès à la formation, à l'emploi pour les personnes réfugiées? Bien sûr, merci pour cette invitation et pour cette présentation très complète. Je suis cofondateur de Wintegrate. Wintegrate, ça a commencé en septembre 2015 avec une rencontre avec des personnes réfugiées et tout de suite un double constat. Le premier constat, c'est qu'on était face à des personnes qui avaient énormément de talent, énormément de compétences, énormément d'aspirations et de l'autre côté qui n'arrivaient pas à les mettre en valeur et qui n'arrivaient pas à les utiliser et qui n'avaient plus réellement de motivation en France. Et puis le deuxième constat, c'est celui d'une société qui n'arrivait pas à saisir finalement l'opportunité de la présence des personnes réfugiées en France. Elles qui pourtant apportent énormément de ressources économiques, sociales, culturelles. Et donc c'est de ce double constat qu'est né Wintegrate. Donc Wintegrate, c'est une entreprise sociale qui lutte contre le déclassement des personnes réfugiées et a pour but de révéler leur potentiel et leur permettre de reprendre un parcours à la hauteur de leurs aspirations. Et donc, ce qu'on met en place, en fait, c'est une double solution, avec d'abord des programmes tremplins qu'on met en place dans les grandes écoles. Donc, on vient engager les grandes écoles pour répondre, en fait, aux 3 défis principaux des personnes réfugiées quand elles arrivent en France. Le premier défi, et vous l'avez dit, c'est bien sûr la question de la langue, la barrière de la langue et les repères culturels. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième défi, c'est celui de la crédibilité de ces personnes vis-à-vis des universités, des entreprises, alors qu'elles ont parfois un parcours incroyable. Et puis, un troisième enjeu de connexion sociale, et donc de lien social de long terme. Et donc pour ça, on a mis en place des programmes tremplins intensifs, innovants,
qui vont justement donner toutes les clés aux personnes à travers des cours et un accompagnement personnalisé pour leur permettre en fait de rebondir dans leur parcours, de redéfinir leur projet de long terme et de le concrétiser. Donc voilà, je dirais, l'objectif de ces programmes qu'on met en place dans les grandes écoles. Et puis, on fait une deuxième partie de solution, entre guillemets, c'est qu'on vient créer des débouchés professionnels à la sortie de ces programmes, évidemment, parce que sinon, on fait une grande partie du travail, mais ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante. On vient créer des débouchés professionnels. En effet, pourquoi? Parce que d'abord, il y a des entreprises qui veulent recruter des personnes qui ont des compétences, qui veulent recruter en fait des talents, et des personnes qui ont parfois un besoin de main-d'œuvre qui est fort, voire un besoin de compétences rares. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit notamment des dispositifs de formation professionnelle pour répondre aux besoins de formation et d'embauche des entreprises et pour former les personnes réfugiées. Et donc on le fait notamment aujourd'hui dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'informatique, et puis plus tard dans d'autres domaines. Et un autre type de solution aussi qu'on crée, un autre type de débouché, pour répondre aux besoins d'embauche des entreprises beaucoup plus immédiats, entre guillemets, eh bien, on va en fait être capable de faire le lien entre le profil des personnes et les besoins de recrutement des entreprises en développant en fait ce qu'on appelle un outil digital, une plateforme qui s'appelle Wiro et qui est en fait un cabinet de recrutement, je dirais, classique. Donc voilà toutes les actions qu'on mène pour remettre en valeur justement les compétences des personnes réfugiées. Alors depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, vous avez accompagné près de 400 personnes avec un taux d'insertion, en tout cas d'après vos chiffres, qui est de près de 75% à l'issue des 3 mois. Quel est le profil du public justement que vous accompagnez via ce programme? Bien sûr, je pense que la difficulté quand on parle des personnes réfugiées, c'est qu'on plaque un mot sur une réalité qui est extrêmement hétérogène. Il y a des personnes qui étaient, il y a évidemment tous les niveaux d'études et des personnes donc qui étaient, je dirais, étudiants, cadres, réfugiés, qui étaient parfois artistes ou autres. Donc c'est vraiment très large. Et donc, eh bien, l'enjeu, c'est de faire en sorte de retirer finalement cette image que tout le monde a plaquée sur eux et de les remettre dans ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire effectivement étudiants ou ingénieurs ou autres. Et je pense que c'est ça la première clé. Et du coup, derrière, de pouvoir redonner confiance dans la façon dont ils vont valoriser leurs compétences et les communiquer auprès des personnes qui sont intéressées pour les embaucher. Vous le disiez justement, derrière le thème réfugié, derrière le terme qu'on plaque réfugié, il existe une diversité et pluralité de la réalité de ce qu'est justement une personne réfugiée. Je cède la parole à Muriel Valade. Vous êtes donc chef de service au pôle social de la Croix-Rouge, Côte d'Or très exactement. Où vous intervenez également sur un CPH, donc qui est un centre provisoire d'hébergement qui héberge des personnes réfugiées. Justement, vous, quel type de profil et quel type de profil vous accompagnez et quelle action vous mettez en œuvre auprès des personnes réfugiées? Alors, les CPH, c'est très peu connu. Centre provisoire d'hébergement, c'est même CPHR, centre provisoire d'hébergement pour personnes réfugiées. Il n'y en a qu'une quarantaine en France. La Croix-Rouge, on est l'unique CPH de la Croix-Rouge. Je confirme. Voilà. Les CPH ont été créés pour les publics donc ayant obtenu une protection internationale, mais pour les plus vulnérables d'entre eux. Donc je suis vraiment à l'opposé, je pense, du public qu'on peut effectivement accompagner. Nous, au niveau du CPH, on accueille donc tout type de personnes réfugiées. Elles nous sont orientées suite à une évaluation qui peut être faite par rapport à leur fragilité, et des fragilités qui sont souvent liées au parcours d'exil. En fait, le réfugié, c'est une personne qui est contrainte, c'est pas un projet migratoire. La personne réfugiée, elle a rarement décidé de partir un jour de son pays. Elle part parce qu'elle y est obligée et contrainte par rapport à un environnement. Elle part, et elle part pas forcément non plus avec toutes les personnes avec lesquelles elle aurait souhaité partir. Donc au point de départ, une personne, moi je travaille aussi dans un CADA, donc le point de départ quand même du parcours d'une personne qui arrive à avoir le statut réfugié, c'est quand même quelqu'un qui fuit des violences, qui va faire le deuil d'une partie de sa famille, qui va faire le deuil effectivement d'un statut social aussi. Et
ces fragilités-là, une fois le statut acquis, ça engendre quand même un certain nombre de traumatismes. Tout à l'heure, M. Régnier parlait des freins. Alors effectivement, il y a celui de la barrière de la langue, mais nous, c'est vrai qu'au CPH, c'est pas notre premier défi. Notre premier défi, il est plutôt en termes de santé. Alors, physique, on a ce qu'il faut. Le système français, voilà, il y a ce qu'il faut pour soigner les gens. Ça, il n'y a pas trop de difficultés en termes de soins. Par contre, tout ce qui est santé mentale, c'est des gens qui sont très affectés, c'est des gens qui ont un sentiment souvent de culpabilité parce qu'eux sont arrivés jusque sur un territoire où ils étaient relativement en sécurité par rapport au territoire qu'ils avaient quitté. Et puis culpabilité aussi parce qu'ils ont laissé un frère, une femme, des enfants, des parents qui n'avaient pas la force de voyager, qui n'avaient pas le courage de voyager. Donc en fait, c'est là-dessus, sur un CPH, c'est sur cet aspect-là qu'on travaille en premier. Alors bien sûr, avec un accompagnement global qui englobe tout, parce que bien sûr, il faut aussi la mise à jour administrative, bien sûr qu'on bosse sur l'apprentissage du français, parce que c'est un prérequis. Nous, on ne le dit pas comme défi, mais plutôt comme un prérequis pour pouvoir intégrer la société française. Mais on bosse énormément sur cet aspect d'accompagnement psychologique et de travail de deuil. Voilà, parce qu'il y a un véritable travail de deuil pour les personnes qui sont réfugiées. Mais donc c'est ça qui est prégnant au niveau des CPH. Peut-être Alain Régnier pour réagir à ce qui vient d'être dit. Muriel Valal le disait, il y a très peu de CPH, donc je répète, un centre provisoire d'hébergement qui accueille, accompagne et héberge des personnes réfugiées avec un certain nombre de vulnérabilités. Est-ce que le CPH fait partie du panorama des perspectives envisagées par l'État en termes de développement? Et sur l'aspect santé mentale, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues et sur lesquelles, en tout cas, c'est un chantier qui va être abordé par l'État? Alors on va commencer par le deuxième point. Il y a quelques jours, donc, s'est tenu un comité interministériel à l'intégration, présidé par le Premier ministre. Donc des décisions ont été prises, notamment sur la proposition d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Donc on va mettre en gros 1 million d'euros supplémentaires sur tout ce qui est l'interprétariat spécifique sur les problèmes de santé mentale, puisqu'il y a beaucoup de difficultés à se comprendre. Déjà sur la santé somatique, ce n'est pas forcément toujours évident, mais sur la santé mentale, et notamment en situation de crise, il y a besoin de professionnels, d'interprètes qui soient en capacité de faire l'intermédiation entre le professionnel de santé et la personne. Et on va aussi développer des programmes à la fois de recherche, mais aussi des actions concrètes sur tout ce qui est ce qu'on appelle le post-trauma, c'est-à-dire les personnes qui ont traversé, encore une fois, des épreuves et des souffrances. Quand elles passent toutes ces étapes et qu'elles deviennent réfugiées, c'est là qu'on a assez souvent des phénomènes de décompensation où on a besoin là d'un accompagnement. Les gens ont tenu pendant toute la durée de l'instruction et à un moment donné, ils sont en difficulté. Donc on va développer encore une fois cette thématique-là. On va aussi sur l'aspect logement retravailler avec le ministère de la Cohésion des Territoires, toutes les réponses logement. Le CPH, plusieurs milliers de places vont être créées. Il y a des programmes de développement, mais encore une fois, on est aussi dans une stratégie de droit commun. Il n'y a pas de... le réfugié, une fois qu'il est réfugié statutaire, il est dans le droit commun de la société française. Il faut adapter ce droit commun par rapport aux situations spécifiques, notamment dans une logique dite de logement d'abord, qu'on a déjà travaillé sur un autre champ. Est-ce que ça passe du coup par l'étayage du travail social et de l'accompagnement social ? Ça passe effectivement par une rediscussion et une mobilisation aussi. C'est ce que je souhaite faire. Et j'ai fait un atelier mercredi dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés sur la participation aussi des besoins des réfugiés par eux-mêmes et aussi le développement de ce qu'on appelle le travailleur pair, c'est-à-dire utiliser les compétences des personnes dans le lien avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes situations. Donc, et on est en difficulté, encore une fois, je le disais, parce qu'il n'y a pas assez de place, parce que mercredi, je rencontrais une jeune femme réfugiée de 26 ans à la rue avec une tumeur et qui était à la rue et qui n'était pas prise en charge. Donc, on a un véritable défi à relever sur le nombre de situations. Quand les gens sont dans des structures comme la Croix-Rouge et tous les acteurs, quand ils sont dans des prises en charge, c'est difficile, mais on y arrive. Mais quand les gens sont en dehors de ces prises en charge, ils vont la plupart du temps être perdus,
et se retrouver potentiellement dans des situations dramatiques alors que notre pays leur a accordé la protection. Donc je pense qu'on a véritablement à relever ce défi. Ça ne va pas être facile dans un contexte de tension du logement. C'est pour ça aussi que sur cet aspect-là, on a une politique de répartition sur l'ensemble du territoire avec un objectif de proposer des mobilités dans des territoires où on fait le lien entre l'emploi et le logement. Donc on essayera de faire de la dentelle industrielle et de ne pas mettre des gens dans des territoires où ils n'ont aucun avenir, ou peu d'avenir, ou alors à prendre des personnes comme on en a proposé une à une famille qui venait du Liban. Elle nous a dit au Liban, je veux être en milieu rural et j'aimerais bien avoir une exploitation agricole. Au bout de 3 mois, c'est un échec. La communauté locale s'est mobilisée. On a une ferme avec 50 hectares, 50 brebis, et au bout de 3 mois, les personnes disent finalement, on voudrait être en ville. Donc c'est un double échec. C'est un échec pour les personnes et c'est un échec pour la société locale qui a voulu les accueillir. Et donc ça fait 4 mois qu'avec l'OFII, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, on essaye de rechercher des profils avec le groupe SOS qui a un programme aussi de ferme bio, d'essayer de trouver des profils de réfugiés. Là, on n'est pas sur les grandes écoles, mais on est sur des personnes qui voudraient être en milieu rural et qui aiment bien la nature et l'agriculture. Voilà. Pour aborder un sujet qui a été déjà évoqué par chacun d'entre vous, je crois, celui de l'apprentissage de la langue. Je vais vous céder la parole, Madame Le Cholus, si je dis pas de... Oui, c'est ça. Parfait. Marie-Hélène, très exactement. Le Chelus. Vous êtes donc bénévole formatrice à la Croix-Rouge française sur le FLE, donc formation langue étrangère, et responsable aussi d'activités donc au sein d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à la Croix-Rouge française. Muriel Valade le disait, Émeric Guinet aussi, finalement, la langue, l'apprentissage du français, c'est plus un prérequis qu'un élément qui viendrait après, ou en tout cas progressivement dans l'accueil et l'intégration des réfugiés. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez en termes de constat et de quelle manière vous intervenez justement et auprès de quel public ? Oui, alors effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même public. Pour nous, je suis plus effectivement complémentaire avec Muriel sur les établissements qu'on peut avoir. Moi, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Alors je dis urgence parce que ça fait partie. Urgence, c'est l'ADN de la Croix-Rouge française. Et pour moi, les gens qui n'ont pas notre langue, ils sont dans une extrême vulnérabilité. Et encore une fois, c'est des mots qui parlent, nous, en tant que bénévoles Croix-Rouge, d'intervenir auprès des gens les plus vulnérables. Après, aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur Régnier, le FLE, le français langue étrangère, tel qu'il était construit, aujourd'hui, on a affaire à une population bien souvent analphabète, qui n'a pas eu le parcours scolaire, et on a une vraie difficulté pour retravailler, pour les réintégrer dans un parcours scolaire. Donc on est obligé d'adapter nos réponses aujourd'hui auxquelles on n'était pas forcément préparé dans nos unités locales. Donc ça, c'est une vraie difficulté à s'adapter, ce qu'on sait faire un peu à la Croix-Rouge, mais aujourd'hui qui est très, très prégnant pour les bénévoles aujourd'hui à la Croix-Rouge. Justement, auprès de quelle manière vous intervenez ? Est-ce qu'il y a différentes modalités d'intervention et d'apprentissage du français suivant les publics ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors justement, le fait de travailler dans un centre d'hébergement d'urgence ou provisoire, ça nous oblige, nous étions historiquement un petit peu habitués à des publics sur une relativement longue période, alors que là, aujourd'hui, on est obligé de travailler sur des périodes très courtes d'apprentissage en se fixant des objectifs très courts, quelquefois à 3 mois, et quand on les a 3 mois avec nous, donc on est obligé d'adapter nos interventions et de faire face à une immense demande. Encore une fois, ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables et pour construire leur dossier, donc on se fixe des objectifs, on va dire petits, modestes, pour pouvoir y parvenir. Le fait d'être devant un public analphabète, on n'intervient pas exactement du tout de la même façon avec des gens qui ont déjà eu un parcours scolaire ou qui sont déjà dans un apprentissage. Alain Régnier souhaite réagir. Oui, simplement pour vous dire que dans les décisions de ces derniers jours, donc on va doubler le volume horaire d'apprentissage du français pour passer à 400 heures, voire 600 heures dans certaines situations. Donc ça, je pense que c'était attendu de l'ensemble des acteurs. On va aussi,
lancer de ce qu'on appelle les MOOC pour des publics particuliers, notamment ceux qui n'ont aucune formation, aucune scolarisation. On va aussi augmenter le tarif de près de 2 € des cours de français langue étrangère, de manière aussi à mieux reconnaître le travail des professionnels de la langue et de l'apprentissage de la langue. Mais aussi, je voudrais dire qu'on va développer tout ce qui est ce que j'appelle le bain linguistique, c'est-à-dire que l'apprentissage du français, c'est important. Il faut aussi, on n'a pas évoqué la question du temps d'inscription, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'on attend trop longtemps, c'est-à-dire qu'on peut attendre, quand j'interroge les réfugiés, 4-6 mois avant d'avoir un premier cours. C'est beaucoup trop long. Donc, ça se comprend parce qu'on essaie de constituer des groupes pour faire le cours, mais pour la personne, c'est un temps de vulnérabilité et de difficulté pour être dans la société française. Donc là, je voudrais qu'on aille aussi vers des bains linguistiques, parce que chacun d'entre nous, ici, ceux qui ont fait quelques études, moi-même, après 12 ans d'anglais dans le système éducatif français, la première fois que je suis allé dans un pays anglophone, je n'étais pas capable de me débrouiller du tout dans la langue du pays. Donc je pense que s'il n'y a pas ce que j'appelle le bain linguistique, c'est-à-dire la mobilisation, je vois le ministre de l'Éducation nationale jeudi, on va mobiliser la réserve citoyenne d'anciens professeurs pour accompagner on va tutorer, on va organiser un grand programme de service civique avec 5000 jeunes en service civique, 2000 la première année, dont 500 jeunes réfugiés qui eux-mêmes seront des relais. Donc il faut s'appuyer sur le français. Les cours, c'est une chose, mais je voudrais aussi organiser tout un environnement territorialisé autour de la personne réfugiée, de manière à ce qu'elle soit un jeune accompagnant. Il y a 1000 projets aussi pour des jeunes français qui accompagneront des jeunes réfugiés. Voilà, il y a plein de choses à faire. Le français en lui-même, ce n'est pas suffisant si on ne met pas la personne dans la société. Et donc je pense qu'un des déficits de ce qu'on a fait ces dernières années, c'est la difficulté d'organiser les communautés de territoire pour être dans l'environnement des personnes réfugiées. Alors, pour répondre à votre intervention, effectivement, moi j'ai eu la chance, comme je suis dans la région parisienne, de pouvoir accompagner mes apprenants au musée du Louvre. Et ça a été, je pense, une des plus belles journées de mon bénévolat à la Croix-Rouge, parce que ça participait, c'est pas que apprendre le français. Pour eux, arriver devant la Joconde et constater qu'elle était toute petite, ça a été une journée vraiment exceptionnelle. Ça fait partie, effectivement, et c'est là où je pense que les bénévoles ont toute une place pour apporter notre contribution. On réabordera cette question justement de l'apport du bénévolat et de la société civile. Depuis tout à l'heure, on parle donc des publics réfugiés. Le mieux, c'est peut-être que justement une personne réfugiée nous parle aussi de ses ressentis et de la manière dont il voit les choses. Donc une nouvelle fois, je suis sûr que je vais l'écorcher, j'en suis désolé. C'est toujours difficile. Oya. Ouais, J'ai tous les voyelles ensemble. Bon voilà. Je suis désolé, moi ça sera très saccadé, je pourrais pas faire mieux. Hamoud, donc vous êtes réfugié, vous êtes syrien d'origine, journaliste de formation avec une formation diplômée en droit également, une expérience aussi politique puisque vous avez été maire d'une grande ville. Vous avez une expérience politique et qui vous a, la Syrie fait que vous êtes arrivé en France, vous avez été accompagné justement par le programme de l'association WinGreat durant 12 semaines et aujourd'hui vous envisagez donc des débouchés professionnels plus vers le secteur bancaire. Par rapport à tout ce qui a été dit, mais surtout au regard, vous, de votre expérience, quelles sont les difficultés, quels sont les leviers que vous avez pu rencontrer pour favoriser, enfin pour permettre cet accueil, ou un meilleur accueil en tout cas, et intégration des personnes réfugiées? Bonjour, très heureux d'être parmi vous. Je vous remercie aussi la Croix-Rouge pour organiser le festival. Moi, je viens de la Syrie. Je suis arrivé en France au début de 2015, ça fait 3 ans et demi presque. Je suis arrivé, je ne parlais pas du tout français. Je ne veux pas commencer avec la difficulté quand même. Je commence avec la joie. La joie que je suis arrivé dans un pays en sécurité. J'ai quitté ma ville tout simplement parce qu'il est complètement rasé par les déviations du régime de la Russie, etc. C'est la guerre. J'étais presque obligé de venir en France pour une situation particulière dans ma famille. Il y a quelqu'un qui se soigne ici dans un hôpital, donc c'était Paris.
la seule choix qui est dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté à Paris, malgré toute la difficulté. La difficulté, ça commence avec le français, l'hébergement et l'accès au travail. À l'époque, on avait la chance, excusez-moi de le dire, parce qu'on avait la chance de travailler, on avait le droit de travailler avec visa D quand on arrive ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les réfugiés qui ont visa D, ils ne peuvent plus travailler en arrivant en France, et ça, c'est un problème, je crois. Le français, avec l'OFI, on était obligé de faire des heures de français avec l'OFI et une journée d'intégration en France. Et pendant cette journée d'intégration, on a écouté l'histoire de la France, mais personne ne parle français parmi nous. Il n'y a que le présentateur qui était très gentil comme tout. Il essaye, il utilise des gestes, mais ça ne va pas le geste pour raconter l'histoire de la France quand même. Donc, c'était... Et à mon avis aussi... Ouais, ben, j'espère, je l'espère. Et puis pour le français, avec l'OFI, on avait vraiment une centaine d'heures de français. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le même objectif dans les étudiants. Chacun il a un objectif qui est complètement différent par rapport aux autres. Il y a des gens qui sont ici et ils ne savent pas pourquoi ils doivent faire le cours de français. C'est ça qui est difficile. On ne savait pas pourquoi je dois y aller à la préfecture pour faire ce papier. Ben, j'ai cet ordre, je ne suis pas un ordinateur qui suit les ordres. Il faut que je le sache quand même pourquoi je dois faire le cours de français. Et c'était une raison vraiment très importante. Il faut trouver la solution pour ce problème. Moi j'ai eu la chance, j'étais dans la maison du journaliste. C'est une maison spéciale pour les journalistes qui peut servir à 13 personnes pendant 6 mois. Donc c'est presque 13 parmi les... Pour les réfugiés, ce n'est pas un grand chiffre quand même. J'ai commencé à travailler et là où j'ai appris le français. En vrai, c'était l'OFI, c'est pas une bonne place pour apprendre le français. Déjà comprendre la société, vivre avec les Français, il faut travailler parmi eux pour comprendre. Ce qui était difficile, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vie, hein, mais quand même, surtout de comprendre leurs besoins. C'est-à-dire, vous l'avez bien dit, que vous travaillez pour la santé en général physiquement, mais la santé mentale, c'est ça qui est difficile. Eh bien, c'était mon cas, peut-être, quelqu'un qui a quitté ma famille au début dans une ville rasée, je ne sais pas, ma famille était réfugiée dans une autre ville, il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens à l'extérieur, j'ai perdu de ma famille 2 frères, bah, c'est pendant la guerre, il n'y a que des choses méchantes, désolé de le dire, mais c'était ça qui était difficile. Et comment on peut travailler avec ce sujet, à mon avis, on peut réussir, parce que moi, je pense que je suis déjà passé cette période qui était difficile. Qui était facile, qu'il y a beaucoup de programmes avec les grandes écoles, avec l'université, avec Integrate. Integrate m'ont demandé de ne pas trop parler de ce programme pour la publicité, mais quand même, moi, j'ai commencé à travailler dans la restauration, comme j'ai étudié le droit, je travaillais comme journaliste, mais ici, comme je ne parlais pas français, c'était le restaurant, c'était la seule choix. Il y avait d'autres choix, mais c'était pour moi. Et j'ai commencé à gagner ma vie, qui était toujours difficile pour moi, que je vis physiquement en France, et je travaille soit dans une communauté arabe, avec mes amis arabes, et je suis toujours loin de la société française où je vis. C'est ça qui est difficile. Et c'est une question de l'intégration et finalement ça pose des problèmes d'identité. Et c'est une grande question ici en France. Et pourquoi j'ai commencé à travailler aussi une autre question culturelle. Eh bien chez nous, on préfère toujours de travailler n'importe quel travail au lieu de demander l'aide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent ici avec leur diplôme, avec leur expérience professionnelle, avec un parcours
Un talent, on dit très bien, mais elles préfèrent de travailler n'importe quel travail pour gagner leur vie, pour être autonome, au lieu de demander l'aide. Et c'est normal de notre côté, et on peut bien voir la générosité dans la société française, comment elle nous aide. Mais en même temps, on a besoin d'apprendre les clés pour l'accès au travail, au Pôle emploi en France, au Pôle emploi un peu plus loin du bureau de Pôle emploi. J'ai un ami qui est scénariste, il est allé au Pôle emploi et quand il est sorti, il m'a dit ils m'ont proposé d'aller travailler dans l'Orangis. Qu'est-ce que ça veut dire l'Orangis? Je lui ai dit, je sais pas. T'as fait 4 films qui étaient des grands films dans le monde arabe, tu vas faire le 5e dans le marché. Mais c'est ça le cas. Donc vraiment on a toujours besoin de clés pour accès au Pôle emploi et pour répondre aux besoins des entreprises, parce que je pense que nous aussi on peut être utile pour les entreprises, pour le marché en France. À mon avis, je crois que c'est une richesse d'être parmi vous et travailler. Et ce sera une relation gagnant-gagnant. C'est ça ce qu'on préfère toujours. Je ne veux pas aussi prendre la parole pour... On vous redonnera la parole juste après. Merci beaucoup. Muriel, vous souhaitiez réagir Oui, réagir, parce que c'est vrai que même s'il n'est pas représentatif de la majorité des publics, par rapport à la manière dont il peut s'exprimer et puis à la manière dont il a analysé notre société aussi, la manière dont elle accueillait, parce que franchement là, on ne peut pas être plus clair, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je vais peut-être rebondir quand même juste sur effectivement les cours obligatoires dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Effectivement, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution pour apprendre le français par rapport au retour que le public peut nous faire. C'est vrai que nous, on a eu la chance en Côte d'Or de faire partie d'un des 4 départements où on a pu avoir une expérimentation sur de pouvoir expérimenter des dispositifs sur l'intégration du public réfugié, alors avec un focus sur les moins de 25 ans essentiellement. Et c'est vrai qu'on a pu développer, une expérimentation avec la mission locale, avec l'Institut de formation de la Croix-Rouge aussi, donc le CPH, où on a proposé des interventions. Et effectivement, je rejoins complètement ce que vous disiez, c'est-à-dire que le but, il y avait des cours de français bien sûr, parce qu'il faut le socle, voilà, c'était du FLE, mais en fait, il y avait extrêmement de modules autour de la citoyenneté, de la découverte d'une ville, d'une municipalité, les services qui existent, c'est quoi une mairie, c'est quoi les pompiers, c'est quoi sur les transports en commun, des choses de la vie courante. Et à travers, parce que c'est ça, pour se baigner dans la société, il faut pouvoir y participer. Et on n'y participe pas qu'en acquérant la langue en fait. Et alors, si je peux me permettre encore juste une minute, mais qui va compléter avec une autre anecdote, quand il dit qu'il reste dans la communauté, parce que la France, c'est un pays d'accueil de par son histoire, peut-être. Il y a une générosité, mais une générosité qui est plus... qui vient, enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais qui vient de la charité. Donc, ce n'est pas la générosité attendue par les publics réfugiés. Ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ils n'attendent pas de la charité. C'est le gagnant-gagnant. Moi, j'ai un jeune homme, 28, 29 ans, d'origine érythréenne. Et puis, un soir, il me pose une question, puis il me dit, mais je ne comprends pas, Muriel, en fait, pour apprendre le français, j'ai compris qu'il fallait que je parle avec des Français. Parce que c'est vrai qu'au CPH, il n'y a pas beaucoup de Français au CPH, mis à part les travailleurs sociaux. Donc, et il me dit, en fait, j'ai été en ville, je m'assois à une terrasse, puis les gens ils partent, ou alors ils me demandent de partir et je comprends pas. Je fais, on n'est pas dans une société où on peut s'inviter comme ça. Il dit, en fait, j'ai trouvé autre chose. Je me mets dans le tram et je fais les lignes aller-retour et j'écoute les gens, je note. Des fois, j'essaye de m'asseoir à côté de quelqu'un. Mais on n'est pas une société d'inclusion. Alors, on a les grands mots, c'est sûr, mais c'est pas dans nos gènes. Nos gènes, c'est d'accueillir, mais pour des gens qui tendent la main. Les réfugiés, ils tendent pas la main. Les réfugiés, ils veulent être reconnus par rapport à ce qu'ils savent faire et à ce qu'ils peuvent donner. Voilà. Donc, juste pour compléter.
Je vous laisse la parole, peut-être sur un point, mais je suis désolé, hein, je vais vous demander vraiment d'être assez court sur les prochaines interventions pour aussi qu'on puisse prendre quelques questions ou observations de la salle. Vous le disiez, il y a un besoin collectivement, en tout cas, tendre la main ou en tout cas avoir justement ce petit maillage qui permette à chacun de pouvoir s'intégrer. Il y a justement un absent autour de la table, de cette table ronde peut-être, qui est l'élu local, qui aussi peut avoir un rôle. Vous, je le disais, vous intervenez sur un secteur qui est en Côte d'Or, donc Quetigny. Quel est le rôle du CPH, qui est un rôle normalement de coordinateur de l'ensemble de ces acteurs-là, et quel est le rôle de l'élu, notamment dans cette mission-là, et comment il intervient? Alors, en fait, au niveau des CPH, notre législation, je vais essayer de faire le plus simple possible, notre législation, en fait, elle a évolué en même temps que les lois asile par rapport à tous les centres de demandeurs d'asile, etc. Et c'est vrai que donc ça date maintenant d'août 2016, hein, donc ça va bientôt faire 2 ans. En fait, les CPH se sont vus attribuer une nouvelle mission qui était celui d'être les coordinateurs des actions d'intégration des publics réfugiés sur les territoires. Parce qu'il y avait cette expertise et cette connaissance des publics réfugiés les plus vulnérables. Alors, je vais parler que pour la Côte d'Or, parce que je ne connais pas la situation des CPH dans les autres départements, mais en Côte d'Or, c'est une mission qui a été complètement mise aux oubliettes et pour lesquelles les services de l'État au sens très large, on a été oubliés. Enfin, je vais être clairement, voilà, il y a eu dans le texte, on devait être co-signataire aux côtés de l'OFI et du Pôle emploi par rapport à ces missions d'intégration. On a été oubliés. Donc, en fait, ce rôle de coordinateur, au-delà de l'anecdote qu'il est difficile de pouvoir se positionner, puisqu'on ne nous l'attribue pas vraiment en dehors du texte. Ce rôle de coordinateur, l'enjeu, il est non pas d'empiler un nouveau dispositif, c'est pas un dispositif en fait, c'est simplement pour pouvoir, avec le droit commun, parce que là je rejoins complètement M. Régnier, l'idée il n'est pas de faire des centres d'hébergement pour des réfugiés, autrement on va arriver dans... Voilà, mais il est bien intégré dans la société civile et au milieu de tous les citoyens, et l'enjeu en fait, il est qu'avec ce regard et cette connaissance et cette expertise du public réfugié, on puisse travailler et être des centres ressources par rapport au Pôle emploi, par rapport aux missions locales, par rapport aux écoles, enfin voilà, tout ce qui constitue la société civile. Parce que en fait, si on essaye de calquer nos modèles français sur le public réfugié, ça ne collera pas. Donc en fait, c'est pour essayer de pouvoir développer en mettant un focus sur les points de vigilance sur lesquels il faut avoir quand on veut intégrer les publics réfugiés. Sans donner ce que ça peut donner par rapport à ce qui a été décrit. On comprend bien le rôle, en tout cas l'ambition souhaitée par cette mission-là et les difficultés que vous rencontrez. Je reviens sur ma question concernant la collectivité territoriale et l'élu de terrain. Est-ce qu'il a pour vous un rôle? De quelle manière pour justement changer un peu les représentations, puisque c'est le deuxième sujet qu'on va aborder ensuite. Alors les élus, bien sûr qu'ils ont un rôle. Alors au-delà du CPH, nous c'est vrai qu'on est un pôle social, donc on rayonne sur Dijon Métropole. Donc, alors effectivement, Quetigny, historiquement, on y est installé depuis 20 ans, avec un soutien de l'équipe municipale, j'ai envie de dire sans faille, parce que c'est vrai qu'on a pu rencontrer et travailler à ce que le public qui est accueilli au niveau de notre centre fasse partie de la population de la petite commune de Quetigny. Hein. C'est une toute petite commune, hein. C'est 20 000 habitants Quetigny, hein. C'est pas une grosse ville, hein. C'est pas Dijon, c'est dans la métropole de Dijon, mais c'est une toute petite commune. Et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir bosser justement avec les acteurs comme les crèches par rapport à la garde des enfants, avec les écoles primaires où on a pu développer aussi certaines expérimentations, avec les centres socio-culturels. Une autre commune aussi, parce qu'on a d'autres services, le CPH, il a aussi d'autres missions sur des accompagnements pour des personnes directement dans le logement. Et on a une autre commune qui joue extrêmement le jeu en Côte d'Or, qui est Chenauve. Pareil, c'est une commune qui accole Dijon. Et où, pareil, avec l'équipe municipale, on a pu développer un projet avec l'espace culturel, avec les écoles, avec les services de proximité qui existent sur la commune. Et c'est vrai que les élus ont un rôle très important parce que ça va être aux côtés des professionnels des CPH et des personnes au sens plus large qui travaillent avec les réfugiés, qui vont nous permettre d'être les médiateurs, d'être les vecteurs par rapport aux institutions de droit commun. De pouvoir apporter cette petite connaissance qui est nécessaire pour ne pas faire
pour pas être maladroit avec les personnes qu'on accueille. Alors, à l'Araignée, justement, on le voit dans les témoignages qui ont pu être, les propos qui ont pu être tenus ici, il y a la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs autour du sujet de l'accueil, de l'intégration des publics et personnes réfugiées. Dans la stratégie nationale, il est évoqué aussi la volonté et le souhait de mobiliser la société civile au sens large, et notamment la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment avec le programme Service civique, mais est-ce que vous pouvez dire quelles sont un peu les perspectives? Peut-être rebondir 2 minutes sur la question des collectivités locales. Donc, je fais un tour de France. Mardi, je serai à Dijon. J'ai dû écourter la visite parce que j'aurais dû visiter l'établissement, mais je ne pourrai pas le faire ce jour-là. Dans la déclinaison de la stratégie nationale du gouvernement, j'ai proposé au Premier ministre des contrats territoriaux qui s'appelleront plutôt des engagements territoriaux qui seront signés entre l'État et les métropoles. Et là, sur Dijon, donc je vois le maire de Dijon lors de ce déplacement. J'ai déjà engagé des discussions avec une dizaine de grandes villes de France. Je serai à Bordeaux, à Strasbourg, à Nantes, à Lyon avant les grandes vacances. Et je vais donc être en capacité de proposer, grâce aux mesures et au budget qu'a dégagé l'État, un certain nombre de millions d'euros pour discuter et organiser des plans territoriaux pour coordonner l'ensemble des acteurs dans les territoires. Donc ça va être totalement concret et opérationnel, et ça ne sera pas depuis Paris, mais ça sera quelque chose qui sera co-construit dans les territoires. Voilà. Sur la mobilisation de la société civile, il n'y aura pas d'intégration réussie s'il n'y a pas de mobilisation de la société civile. Peut-être vous redonner un élément pour ceux qui ne le connaîtraient pas. La France est un pays profondément intégrateur à comparer à d'autres pays européens. Si vous prenez la Grande-Bretagne, la France a un taux de mariage mixte de première génération d'étrangers de 25%. En Grande-Bretagne, c'est 1%. Donc c'est une société ouverte, la société française. Alors elle est peut-être moins hospitalière aujourd'hui, c'est plutôt une crise de l'hospitalité qu'une crise de l'asile. C'est la manière dont on va être en capacité, et je rencontre dans tous ces visites terrain énormément d'acteurs, de citoyens engagés, de bénévoles. Dès lors qu'on ouvre une structure, il y a plein de gens qui se manifestent pour faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut aussi contrer tous ces discours parisiens, toutes les représentations médiatiques d'une vision extrêmement fermée de la société française, qui n'est pas ce que vous représentez cet après-midi, ni la réalité dans les territoires. Simplement, on n'en parle pas beaucoup, et je pense qu'il faut mobiliser les territoires, donner les moyens donc, à la fois à la jeunesse française, mais à toutes les générations, de manière aussi à faire de l'intergénérationnel autour des réfugiés. Ce n'est pas qu'une affaire de jeunes entre jeunes. Et donc je pense qu'il y a plein d'initiatives, et je souhaiterais donc les favoriser au travers notamment de cet appel à projet 1000 projets pour des réfugiés, donc proposer à 1000 jeunes Français de moins de 30 ans de faire un projet d'accompagnement de 1000 jeunes réfugiés de moins de 30 ans avec 2 bourses, 500 ou 1000 euros pour organiser un projet culturel, sportif, éducatif. Et si ça marche bien, on déploiera cela dans toutes les régions de France l'année prochaine. Donc il y a plein d'initiatives. Je compte aussi sur vous pour m'en proposer, pour valoriser cette action de la société civile. J'ai rencontré aussi un certain nombre de journalistes avec lesquels on va travailler sur comment on fait passer des messages dans la société française, notamment pour contrer aussi l'idée que réfugiés égale terroriste potentiel, puisque ça c'est des choses, et notamment au travers du dernier drame qui s'est passé à Paris. C'était un jeune homme français, mais réfugié à l'origine tchétchène. Et là encore, les médias, je voudrais qu'ils ne disent pas réfugiés tchétchènes. Quand un Français commet un crime, on ne va pas dire, moi je suis lorrain, on ne va pas dire Français d'origine lorraine qui a abattu quelqu'un dans la rue. Simplement, quand c'est un maghrébin, un musulman, on va qualifier cette origine. Et dès lors qu'on qualifie cette origine, on ne fait que renforcer l'idée qu'il y a un lien entre l'immigration, musulmans, terrorisme. Donc je pense que nous avons aussi un travail collectif, et puisque vous êtes journaliste, j'aurai besoin de votre concours pour que vous aidiez aussi à réfléchir comment changer les représentations. Sur cet aspect des changements de représentation, Émeric Guinness, c'est aussi une action donc, que vous mettez en œuvre, vous l'avez succinctement évoqué tout à l'heure. Vous avez la volonté justement de montrer qu'il y a un impact culturel, social et économique. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un peu et l'ambition de l'association et la manière dont vous la mettez en œuvre? Bien sûr, oui, je pense qu'il y a un maître mot aussi autour de tout ça, parce qu'il y a effectivement un certain nombre
de dysfonctionnement, mais là-dessus, tout le monde s'accorde sur les constats. Et je pense que ce qui est important maintenant, c'est de voir aussi les solutions qu'on vient proposer. Et il y a un mot, à mon avis, qui est très important, qui est aussi l'optimisme. Juste pour rebondir aussi sur l'enjeu, ou en tout cas, je crois, c'est ce qui remontait des débats, c'est qu'effectivement, sur la question de l'apprentissage du français, c'est aussi comment est-ce qu'on vient remettre de la perspective dans l'apprentissage. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on apprend. C'est-à-dire que certes, évidemment, on apprend le français pour s'intégrer, mais parfois il faut quelque chose de plus concret. Et donc c'est en se disant effectivement, ben voilà, il y a tel objectif, je sais ce que je veux faire dans la société. Du coup, effectivement, mon objectif d'apprentissage du français devient beaucoup plus concret et du coup s'accélère. Et c'est ce qu'on voit dans Internet. On accompagne des personnes qui ont du niveau A1, donc le plus débutant, jusqu'au B2, voire C1. Et il y a des taux justement de progression qui sont très forts parce qu'on vient remettre de la perspective et aussi de l'optimisme. C'est-à-dire qu'une des particularités des programmes qu'on met en place, c'est que chaque personne réfugiée est accompagnée par 3 personnes, par 3 bénévoles. Ce qu'on appelle un mentor, un coach et un buddy. Alors qu'est-ce que c'est que le mentor, le coach et le buddy ? Le mentor, c'est souvent un ancien élève, un professionnel, qui va aider la personne à redéfinir justement son projet de long terme en France. Et le coach et le buddy, ce sont des étudiants, et notamment le buddy, c'est un étudiant qui va travailler avec la personne à pratiquer le français en dehors des cours et à redéfinir le projet, je dirais concrètement, qu'est-ce que va faire la personne à la sortie du programme. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me rend aussi optimiste, parce que pour 500 personnes aujourd'hui, Wintegrate a accompagné 500 personnes, et pour 500 personnes accompagnées, il y a 1500 bénévoles qui se sont engagés avec nous. Donc je pense que c'est toutes ces actions aussi qui doivent nous guider et voir qu'il y a plein de belles choses à faire sur la suite. Merci, je rebondis justement sur la question du bénévolat, et voilà, cède la parole justement à une bénévole. Quelle est pour vous justement la plus-value finalement du bénévolat, l'apport, si ce n'est la plus-value, et la complémentarité qu'il peut y avoir entre tous les autres acteurs qu'on a évoqués, qu'ils soient politiques ou professionnels ? Alors, pour nous bénévoles, quand on intervient dans des centres de salariés, effectivement, où on l'a dit, c'est que quelquefois les réfugiés restent, une fois qu'ils ont fermé la porte du cours, ils se retrouvent entre eux, ils parlent entre eux. Le travail avec le bénévolat, c'est qu'on leur apporte un petit peu, on essaye en tout cas, de leur apporter un petit peu de notre vie. On est plutôt, on va partir sur le sport ou sur, c'est un excellent vecteur le sport, ou sur les familles, etc. Vous parlez d'Érythréens, on a découvert qu'il y avait 2 Érythréens qui faisaient le Tour de France. C'est fantastique le Tour de France parce qu'avec tous les jours on peut faire plein de choses et on a suivi nos 2 Érythréens sur le Tour de France, c'était un grand moment. Après, nous, en tant que bénévoles, on peut aussi travailler, j'ai eu la chance de travailler avec des entreprises et d'amener un regard différent et travailler. Je vous assure que les gens qui passent une journée avec nous, sur la sortie au Louvre ou au Versailles ou sur un match de foot, le soir, quand ils regardent les actualités, je pense qu'ils regardent plus les actualités avec le même regard. Et pour nous, on peut être... On est près de 60 000 bénévoles et je pense qu'on peut apporter cette médiation sur le regard différent. En tout cas, j'espère. Merci. Peut-être un dernier mot, je suis désolé, je vais devoir... voilà. Un dernier mot, Monsieur Hamoud, j'ai trouvé la parade, Monsieur Hamoud, on interroge en tout cas la société inclusive dans son ensemble, quel que soit le public, quelle que soit la personne, pour justement voir de quelle manière la société française peut être inclusive auprès de l'ensemble des publics. Est-ce que vous auriez, c'est une question hautement philosophique, je m'en excuse, est-ce que vous auriez un message ou en tout cas des leviers, des propositions, voilà, quelque chose à nous dire dessus? Oui, 60 000 bénévoles avec la Croix-Rouge, 1500 bénévoles avec un programme de Wintegrate, c'est une ouverture dans la société. À mon avis, c'est une fierté, et il faut le dire. Il faut le dire que c'est une fierté dans une culture assez exceptionnelle, comme la culture française. On ne parle pas des États-Unis, on ne parle pas du Canada, on ne parle pas ni de l'Australie, d'un pays d'émigration, on parle d'un pays, une nation
ardente depuis toujours, indépendante, et puis il a une image très spéciale dans les yeux pour les réfugiés. Depuis mon enfance, j'ai l'idée que la France c'est fermé, c'est très particulier. Jamais on comprend pas du tout Edith Piaf. Je sais pas. Edith Piaf, c'est une chose qui a un peu belle musique, mais jamais on réussira pas à comprendre ce qu'elle fait. À mon avis, d'être bien intégré, pour moi, c'est une question personnelle. Toujours, je pense, est-ce que j'aurai la question, l'intérêt comme les Français, c'est-à-dire, je réfléchirai pour les chômeurs. Ce sera ma question. Ce sera les problèmes de la France. Elles veulent être mon problème ou ça va être toujours mon problème. Je suis désolé de le dire, mais je vais manger halal ou je ne vais pas manger halal. Ou je ne sais pas, je vais parler encore de la question de foulard ou non. Non. Moi, à mon avis, la citoyenneté, c'est vraiment d'être dans la société et porter ses problèmes et réfléchir comme en tant que Français. C'est pas parce que avec les journalistes, comme dans le travail de journaliste, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a un Tunisien ou il y a un musulman qui a quitté la France pour aller avec Daesh. Je dis non, c'est un Français. Donc déjà, on a un problème. Il est français avant tout. Et à mon avis, vous avez beaucoup de travail à faire. Hein. C'est pas facile. Je vous souhaite vraiment le bon courage. Bon, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y aura pas de meilleure conclusion, donc je vous propose d'en arrêter là. Juste pour préciser tout de même que même si la qualité des interventions a permis, je pense, de creuser un peu le sujet, l'objectif de cette table ronde, vous l'aurez compris, c'était pas d'épuiser le sujet, puisqu'il est bien plus complexe que les éléments qu'on a pu aborder. Je suis navré aussi, je ne vais pas pouvoir faire ce que vous avez promis, c'est-à-dire vous laisser la parole. S'il y a de grosses frustrations, je suis sûr que nos intervenants seront prêts à discuter avec vous et vous avez un grand espace pour le faire, mais le programme continue sur cette scène avec la Fondation Croix-Rouge et je vous demande de remercier donc l'ensemble de nos intervenants pour leur parole. Et merci à vous.